Si vous demandiez à un pilote quel est le siège le plus sûr à bord d'un avion, il ou elle pointerait probablement celui du poste de pilotage et dirait « Eh bien celui-là, tant que je suis assis dedans ». Mais qu'en est-il des sièges passagers? Cette question revient constamment. Alors, y a-t-il vraiment scientifiquement un siège plus sûr ou une partie de l'avion plus sûre où s'asseoir? Si vous supposez que moi, sur la chaîne Montour Now, je traiterai chaque vol commercial qui a lieu, et disons que je couvre 3 vols par mois, comme je le fais habituellement, combien de temps pensez-vous que cela me prendrait pour traiter des vols complètement sans incident avant d'arriver au premier accident mortel? Pensez-y un instant. Nous y reviendrons à la fin car cela se liera parfaitement à ce que je m'apprête à voir aujourd'hui. Et juste un avertissement pour vous tous, je vais parler d'accidents dans cet épisode, mais supportez-moi car j'ai un point à voir avec ça. En 1971, une jeune fille de 17 ans nommée Juliane Köpke a été trouvée par des locaux errante dans la forêt amazonienne. Il s'est vite avéré qu'elle était la seule survivante du crash du vol Lanza 508 et les experts pensent que sa survie a beaucoup à voir avec l'endroit où elle était assise dans l'avion. L'avion impliqué était un Lockheed L-188 Electra qui avait d'une manière ou d'une autre fini à l'intérieur d'un orage. Les radars météorologiques avancés nous permettent d'éviter cela de nos jours. Mais dans ce cas, l'avion avait donc été soumis à de fortes turbulences, ainsi qu'à au moins un coup de foudre. Considérant les limitations technologiques de l'époque, les enquêteurs n'ont jamais pu expliquer complètement comment cela s'est produit. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que l'avion a subi une défaillance structurelle et s'est complètement désintégré alors qu'il volait encore en croisière. Alors, comment quelqu'un pourrait-il réellement survivre à cela? Eh bien, Köpke était assise à un siège côté fenêtre dans une rangée de 3, et lorsque l'avion s'est désintégré, cette rangée est restée intacte et attachée à une section du fuselage. Les experts pensent que ce morceau a agi comme une sorte de parachute ou a peut-être commencé à tourner comme les pales d'un hélicoptère en tombant. Néanmoins, cela a ralenti la chute de Köpke, lui sauvant la vie. Étonnamment, il a été découvert plus tard que d'autres passagers avaient aussi survécu à la désintégration en vol. Mais contrairement à Köpke, ils avaient été si gravement blessés lorsqu'ils ont touché le sol qu'ils sont morts avant de pouvoir être secourus. Alors, cela signifie-t-il qu'un siège près de la fenêtre pourrait être un peu plus sûr? Pour y répondre, nous devrons examiner un cas plus récent, comme l'incident du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier 2024 où le bouchon de porte a explosé. C'était un événement vraiment terrifiant pour tous les passagers à bord, mais heureusement, personne n'était assis à côté de cette ouverture lorsque l'explosion a eu lieu. Donc les seules victimes étaient quelques téléphones et le t-shirt d'un jeune passager assis sur le siège côté fenêtre devant le bouchon de porte. Et évidemment, la réputation de Boeing est en jeu. Mais en 2018, un passager assis à un siège côté fenêtre d'un autre 737 n'a pas eu autant de chance. Le vol 1380 de Southwest Airlines avait quitté New York LaGuardia et volait à 32 000 pieds lorsque son moteur gauche a soudainement lâché. Cette panne a endommagé l'entrée d'air, le capot moteur, l'aile, le fuselage et une fenêtre à la rangée 14. Et tragiquement, une passagère se trouvait à côté de cette fenêtre lorsque le morceau a touché et elle a fini par être partiellement aspirée par la fenêtre, ce qui a causé des blessures si graves qu'elle n'a finalement pas survécu. Et il s'avère que ce n'était pas le seul cas où les sièges près des fenêtres se sont avérés un peu risqués. En 2014, un autre passager a été hospitalisé après qu'un bombardier Q-400 a subi une crevaison de pneus lors du décollage. Après cela, l'avion a été dérouté vers Edmonton, mais à l'atterrissage, le train d'atterrissage principal droit s'est effondré, brisant quelques pales de l'hélice du moteur droit qui ont heurté le sol. Des débris de pales ont pénétré dans la cabine, blessant un passager assis à la rangée 7. Je sais que tout cela peut sembler assez effrayant, mais souvenez-vous, je fouille le monde entier à travers l'histoire pour vous donner ces exemples spécifiques. Et vous devez examiner le contexte entier de ces accidents avant de pouvoir tirer des conclusions sur d'eux.
Sans surprise, pas mal de personnes ont essayé d'examiner les accidents historiques pour voir s'ils peuvent déterminer quels sièges d'avion sont réellement les plus sûrs. Popular Mechanics a fait cela avec une étude publiée en 2007 et, en utilisant les données de la National Transportation Safety Board, ils ont examiné 20 accidents depuis 1971, qui comprenaient à la fois des décès et des survivants. Et dans cette étude, ils ont découvert que ceux qui étaient assis à l'arrière avaient 69% de chances de survivre à un accident, tandis que ceux à l'avant n'avaient que 49% de chances. Et les passagers assis à côté de l'aile se trouvaient quelque part entre ces deux, à environ 59%. Cela signifie donc que dans 11 de ces 20 accidents, les taux de survie étaient nettement meilleurs à l'arrière de l'avion et seulement 5 accidents favorisaient les sièges de première ou de classe affaires. Les chercheurs ont associé ces résultats au fait que les avions s'écrasent fréquemment avec le nez pointé vers le bas, du moins dans l'échantillon qu'ils avaient, ce qui signifiait que les passagers assis à l'arrière étaient mieux protégés. Une étude récente de Time a examiné les accidents de 1985 à 2000 et elle est arrivée à une conclusion similaire. Les passagers à l'arrière semblaient plus en sécurité et ils ont aussi découvert des faits intéressants sur les sièges du milieu de chaque rangée. Dans leur étude, il s'est avéré que ces sièges n'avaient qu'un taux de mortalité de 28% comparé à 44% pour les sièges de l'allée. Et en plus de cela, ils ont également découvert que les personnes plus proches des sorties étaient plus susceptibles de survivre, ce qui a du sens puisqu'elles pouvaient sortir plus rapidement lors d'une évacuation. Donc tout le monde devrait délaisser la première classe au profit des sièges du milieu à l'arrière? Eh bien, cette étude avait de grandes limites car elle n'a examiné que 17 accidents qui se sont trouvés avoir des plans de siège publiés. Et cela signifiait évidemment qu'ils ne pouvaient pas prendre en compte le contexte complet de ces accidents. Et cela montre aussi le problème inhérent à ce genre d'études. L'échantillon est tout simplement beaucoup trop petit. Il y a tellement de facteurs qui affectent les taux de survie dans un accident comme l'attitude de l'avion, la vitesse, le type d'accident et à quelle partie du vol l'accident s'est produit. Par exemple, si nous examinons le vol 1951 de Turkish Airlines qui s'est écrasé à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol en 2009, bien qu'ils soutiennent la théorie que les sièges avant sont pires, moins de décès et de blessures critiques ont en fait été trouvés parmi les passagers, qui étaient assis au niveau des ailes dans ce cas, avec ceux situés dans les rangées 14 à 17 ne souffrant que de quelques blessures mineures. Et au contraire, il y a eu plusieurs blessures graves à l'arrière, y compris un décès, un membre de l'équipage de cabine qui était assis dans la section de queue. L'avion impliqué dans cet accident était un Boeing 737NG. Et une théorie était que, parce qu'il s'est écrasé avec le train d'atterrissage sélectionné vers le bas et avec une attitude nez en l'air, l'avion a fini par se briser d'une manière qui a minimisé les blessures à ceux qui étaient assis au niveau des ailes. Ensuite, nous avons le cas du vol 232 de United Airlines qui s'est écrasé à Sioux City en 1989 après qu'une panne de moteur ait mis hors service les systèmes hydrauliques, laissant l'équipage avec seulement des commandes de vol très limitées. Là encore, le schéma des blessures dans ce cas était complètement différent. Malgré leur situation presque impossible, l'équipage héroïque a réussi à abaisser le train d'atterrissage et à diriger l'avion approximativement vers la piste, contrôlant leur trajectoire et leur taux de descente en utilisant uniquement la poussée différentielle des moteurs restants. Mais même s'ils avaient réussi à faire ça, ils ne pouvaient pas contrôler totalement l'atterrissage. Ainsi, l'aile droite a fini par toucher la surface en premier et l'avion a ensuite fait un tonneau et s'est désintégré. Mais par miracle, il y avait 184 survivants. Et dans ce cas, la plupart d'entre eux étaient en fait assis plus en avant entre les rangées 9 et 20. Cela s'est produit avec un DC-10 qui avait 5 rangées de première classe et 38 rangées au total. Sur les 26 personnes en première classe, 18 ont été tuées et 8 ont subi de graves blessures. Fait intéressant cependant, un passager qui était assis à la fenêtre de la rangée 25 au-dessus de l'aile n'a subi aucune blessure. Mais fait crucial ici, alors que beaucoup de passagers assis dans les rangées 23 à 38 ont été tués, la moitié d'entre eux sont morts par inhalation de fumée. Donc ce n'était pas le crash qui les a tués, mais plutôt la fumée avant qu'ils n'aient eu la chance d'évacuer.
Bien que les études mentionnées montrent que certains sièges pourraient être meilleurs que d'autres, les scientifiques n'ont pas seulement examiné les statistiques pour tenter de répondre à cette question. En fait, ils ont aussi fait écraser un véritable avion et je vous en parlerai après ceci. En 2012, une expérience incroyable a été réalisée. Un Boeing 727-200 a été chargé de caméras, d'instruments scientifiques et de mannequins de crash test, puis envoyé pour s'écraser au sol au Mexique. C'était en partie une étude scientifique, mais c'était aussi fait pour la télévision. Donc, bien que nous puissions en apprendre certaines choses, il y a aussi des questions sur le degré de scientificité de cela. Et aussi, en raison des règles de droit d'auteur, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous montrer les images réelles. Mais voici comment ils l'ont fait. L'avion a décollé avec de vrais pilotes qui le contrôlaient initialement, puis ils l'ont configuré pour qu'il puisse être contrôlé à distance avant de sauter en parachute en toute sécurité. Pour cela, les escaliers arrière aériens du 727 ont été très utiles, soit dit en passant. Après le départ des pilotes, un autre pilote a télécommandé l'avion à distance jusqu'au sol, à un emplacement prédéterminé. Alors, à quoi ressemblait réellement le crash en fin de compte? Eh bien, l'avion a touché le sol à une vitesse d'environ 120 nœuds, ce qui est une vitesse d'approche assez moyenne. Mais lorsqu'il a touché le sol, il l'a fait avec un taux de descente de 1500 pieds par minute, ce qui est bien plus élevé que ce que l'on voit lors d'une approche stable, où le taux de descente ne doit pas dépasser 1000 pieds par minute. Et aussi, essentiellement, lors d'un atterrissage normal, ce taux de descente est ensuite arrêté par une poussée à la fin, où le taux aurait été significativement diminué à environ peut-être 200 à 300 pieds par minute, mais pas dans ce cas. Le 727 s'est écrasé au sol en position nez vers le bas, se brisant à l'impact en plusieurs morceaux différents. De grandes sections ont survécu au crash, y compris la majeure partie du fuselage et la section du nez avec le cockpit, malgré la séparation du reste de l'avion. Quant aux mannequins de crash test à bord, eh bien, ceux à l'avant ne s'en sont pas très bien sortis. Ceux au niveau des ailes étaient principalement en état, mais présentaient quelques blessures, principalement aux membres inférieurs, ainsi que des impacts dus aux débris volants. Mais curieusement, la plupart des mannequins à l'arrière auraient pu s'éloigner à pied du crash s'ils avaient été capables de marcher. Concernant les blessures aux jambes des mannequins de la section du milieu, elles étaient principalement aux chevilles et probablement dues à leur position de sécurité dans laquelle ils avaient été placés pendant le crash. La position de sécurité est recommandée pour prévenir les blessures graves à la colonne vertébrale et à la tête. Et si vous avez regardé attentivement les cartes de sécurité pendant le briefing de sécurité, elles vous diront de mettre vos pieds à plat sur le sol et plus en arrière que vos genoux pour éviter de heurter les sièges devant vous. Et après cela, vous devriez vous pencher à la taille et baisser la tête. Cela aide à protéger votre tête et votre colonne vertébrale des impacts secondaires et des débris volants, tout en empêchant vos membres de se balancer de manière incontrôlée. Mais cela met également un poids supplémentaire sur le bas de vos jambes, ce qui les empêche de bouger vers l'avant si l'avion devait s'arrêter soudainement. Mais ce poids supplémentaire met également un stress supplémentaire sur vos chevilles, d'où ces blessures. Maintenant, même si ce type de blessure peut certainement affecter votre capacité à évacuer rapidement après un impact, ce qui n'est pas idéal, la position de sécurité est toujours la position recommandée à adopter car elle vous offre la meilleure protection globale. La position de sécurité moderne a en fait été développée après l'étude des blessures infligées aux passagers lors de la catastrophe aérienne de Kegworth, que j'ai également présentée sur la chaîne Mentour Pilot. Lorsque cet accident s'est produit, le capitaine a annoncé de se préparer pour un atterrissage d'urgence juste 10 secondes avant l'impact, et les enquêteurs ont donc pu étudier les blessures des passagers qui se sont préparés par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Cette étude a été l'une des premières à identifier efficacement la meilleure position, et ces résultats sont encore utilisés de nos jours. Au fait, dans cet accident, les personnes à l'arrière ont également survécu le mieux. Mais souvenez-vous, cet avion a heurté le sol nez en premier contre un talus à une vitesse de descente assez contrôlée. Alors, que se passerait-il si l'attitude de l'avion était différente lors d'un accident? Examinons le vol Asiana 214, un Boeing 777 qui tentait d'atterrir à San Francisco lors de l'accident. Maintenant, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur ce vol, l'avion a fini beaucoup trop bas et lent, bien en dessous de la trajectoire de descente,
ce qui a fait qu'ils ont essentiellement volé dans le mur de la mer au seuil de la piste avec une attitude de nez plus élevée. À cause de cela, l'avion a fini par toucher le sol avec la queue en premier. Maintenant, sans surprise, il y avait donc un nombre beaucoup plus élevé de blessures parmi les personnes qui étaient assises dans la cabine arrière, puisque cette section a subi l'essentiel des forces d'impact, même si l'avion a fini par faire des tonneaux après ce premier impact. Il semble donc que l'attitude de l'avion et la capacité des passagers à évacuer rapidement sont les deux aspects les plus importants pour survivre à un accident. Mais évidemment, il n'y a pas vraiment de moyen de connaître ces deux facteurs lorsque vous choisissez vos sièges. Donc, pour résumer, le problème n'est pas que les statistiques montrant moins de blessures à l'arrière sont fausses. C'est qu'il y a tellement de différents types d'accidents survivables, où d'autres parties de l'avion pourraient en réalité être de meilleures options. Et il y a aussi si peu d'accidents au total que les statistiques ont une valeur limitée. Mais qu'en est-il alors de la conception des sièges? Être cocoonné dans une suite de première classe pourrait-il peut-être vous garder plus en sécurité? Eh bien non. Tous les sièges d'avion, y compris les sièges de première classe entièrement inclinables et les sièges économiques de base sans fioriture, doivent répondre à peu près aux mêmes exigences de sécurité. Cela inclut la capacité à résister à une force de 16 G dans un avion qui s'arrêterait très soudainement. Et les fabricants de sièges testent réellement cela en attachant des mannequins de crash test malheureux dans ce type de siège, puis en les propulsant sur une piste à une vitesse super élevée. Ils testent également les moments de tangage, de roulis et de lacets, ainsi qu'un critère appelé critère de blessure à la tête, qui est essentiellement de savoir si le siège peut aider à protéger contre les blessures à la tête. Il faut aussi considérer la résistance au feu des matériaux et la facilité de récupération du gilet de sauvetage. C'est une très longue liste à laquelle ces sièges doivent se conformer, mais le point ici est que tous les sièges passagers sont testés dynamiquement de plusieurs façons. En termes de sécurité, il n'y a pas de différence entre un siège économique à bas prix et un siège première classe de luxe. Maintenant, si nous parlons de confort, eh bien, c'est une autre histoire. En ce qui concerne la position du siège, tous les sièges sont testés en position verticale avec la ceinture de sécurité correctement attachée. La position verticale est importante non seulement pour que vous ayez la bonne posture, mais aussi pour permettre aux personnes derrière vous d'évacuer plus facilement. Et oui, même les sièges de première classe entièrement inclinés doivent être redressés pour le décollage et l'atterrissage. Alors s'il vous plaît, lorsque l'équipage de cabine vous demande de relever votre siège et de mettre votre ceinture, faites-le toujours. Cela pourrait vous sauver la vie. Maintenant, je sais qu'il va y avoir des questions sur pourquoi nous ne montons pas les sièges face à l'arrière à la place. Et bien que cela pourrait être légèrement plus sûr, cela affecterait également beaucoup le confort du voyageur. De plus, les sièges devraient être rendus plus lourds, car la position de sécurité serait alors modifiée pour une posture plus droite, ce qui créerait alors des forces plus importantes en haut de la structure du siège, nécessitant qu'il soit construit différemment. Évidemment, cela n'est pas souhaitable d'un point de vue économique et cela ne conduirait qu'à une amélioration marginale de la sécurité en général, donc le confort et l'économie ont pris le pas ici. C'est aussi pour cette raison qu'on ne fournit pas de ceinture de sécurité à 4 points à tous les passagers. Maintenant, je sais que cela peut sembler stupide, mais compte tenu du nombre minuscule d'accidents qui se produisent, les sièges d'aujourd'hui sont un bon compromis entre la sécurité nécessaire en cas d'urgence potentielle et le confort et la flexibilité demandés par le public voyageur. C'est vraiment aussi simple que ça. Mais il y a bien sûr la question de l'évacuation, qui peut affecter drastiquement la survie en cas d'urgence. Des choses comme la fumée, le feu ou les blessures qui surviennent pendant les évacuations combinées à l'endroit où vous êtes assis pourraient alors jouer un grand rôle dans votre sécurité. Mais cela aurait probablement plus à voir avec votre comportement et votre préparation qu'avec la position du siège elle-même. Lors de l'accident du vol 516 de Japan Airlines, qui s'est produit début de 2024, j'ai été très impressionné et ravi de voir que les passagers ont laissé leur bagage à main derrière eux et ont suivi les instructions de l'équipage de cabine. C'est probablement une grande raison du succès de cette évacuation. Donc, je veux vraiment clarifier et souligner que si vous vous trouvez dans la situation improbable d'avoir à évacuer un avion, ne prenez pas vos bagages à main avec vous. Si vous le faites, cela plus la panique et la confusion potentielle qui pourraient naturellement survenir pourrait facilement conduire à des sorties bloquées
et à une évacuation plus lente que nécessaire, ce qui, à son tour, pourrait amener des personnes à succomber à l'inhalation de fumée ou à un éventuel incendie derrière vous. Sans parler du fait que les bagages, avec des bords et des coins tranchants, par exemple, pourraient potentiellement endommager les toboggans d'urgence et donc les rendre inutilisables pour les autres passagers. Maintenant, dans l'accident de Japan Airlines, tous les passagers ont réussi à évacuer à la fin, mais l'évacuation a quand même pris beaucoup trop de temps. Il a en fait fallu 8 minutes entières avant que la première sortie de secours ne soit activée et l'équipage a ensuite pu utiliser seulement 3 des 8 sorties de secours disponibles. Il s'agissait des 2 sorties avant L1 et R1, plus la sortie arrière gauche, L4. L'avion a fini par adopter un angle de nez vers le bas, empêchant les passagers de sauter et glisser sur les toboggans avant, ralentissant davantage l'évacuation. Mais malgré tout cela, tout le monde a réussi à sortir en toute sécurité et cela est probablement dû aux instructions claires de l'équipage de cabine ainsi qu'à la manière dont les passagers ont répondu à ces instructions. Pour récapituler, avoir un siège dans l'allée près d'une sortie de secours pourrait vous aider à évacuer plus rapidement. Et une chose que je conseille toujours aux gens de faire est de vérifier où se trouve leur sortie la plus proche avant même de s'asseoir. Car nous, les humains, sommes fondamentalement des animaux. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à vouloir ressortir par le même chemin que celui par lequel nous sommes entrés. Mais c'est rarement la meilleure chose à faire. Alors la prochaine fois que vous vous asseyez, jetez simplement un rapide coup d'œil autour de vous et faites un plan mental de quelle sortie vous utiliserez au cas où cela serait nécessaire. Essayez également de compter le nombre de dossiers de siège que vous devez passer pour atteindre cette sortie afin que même si vous ne pouvez pas voir à cause de l'obscurité ou de la fumée, par exemple, vous puissiez toujours la trouver. Maintenant, le briefing prévol de l'équipage de cabine mentionne toujours cela, mais malheureusement, la plupart des gens ne l'écoutent pas vraiment. Donc, cette vidéo n'a été qu'une grande préparation pour répondre à la question posée au tout début. Vaut-il vraiment la peine de réfléchir à quel siège est le plus sûr? Eh bien, non. Pas vraiment. Aujourd'hui, et depuis une trentaine d'années, nous volons avec des avions de 3e et 4e génération, et cela, combiné à l'avancement des procédures, des aides techniques, des règles et des réglementations, a fait que voler aujourd'hui est devenu incroyablement sûr et ça continue de s'améliorer. Donc, en réalité, le choix de votre siège aura très peu d'impact sur votre sécurité. Chacun des sièges à bord des compagnies aériennes établies sera probablement beaucoup plus sûr que le siège de votre voiture ou de votre bus qui vous a amené à l'aéroport. Juste pour vous donner une petite idée, jetons un coup d'œil à quelques données de l'Association internationale du transport aérien. Sur 37 700 000 vols en 2023, il n'y a eu qu'un seul accident mortel enregistré. Juste un. Et cela signifie que statistiquement, la personne moyenne devrait prendre un vol chaque jour pendant 103 239 ans avant de subir un accident mortel. Et cela nous amène enfin à la question que j'ai posée dès le début de cette vidéo. Vous souvenez-vous combien de temps il me faudrait pour arriver à un accident mortel sur mon tour pilot si je traitais tous les vols? Eh bien, selon mes calculs, il faudrait environ 200 000 ans avant que j'arrive au premier vol qui a eu un accident mortel. Et cela rendrait probablement la chaîne YouTube assez ennuyeuse. Bien que les incidents et accidents traités sur la chaîne Mon Tour Pilote puissent sembler fréquents, cela est en réalité très loin de la vérité. Au contraire, ces vidéos font en réalité partie de ce qui rend l'aviation aussi sûre qu'elle l'est, car l'industrie de l'aviation partage toujours publiquement nos découvertes. Et en faisant cela, nous apprenons de chaque erreur qui est commise. C'est pourquoi chaque vol sur lequel vous vous trouvez est un peu plus sûr que le précédent. Entendre des histoires d'incidents survenus ou évités de justesse fait partie intégrante du travail de sécurité et indique une culture de sécurité saine. C'est lorsque vous n'entendez rien que vous devriez vraiment commencer à vous inquiéter. En résumé, optez pour une compagnie aérienne réputée avec des normes élevées. Choisissez un siège offrant le confort souhaité. Mais écoutez toujours le briefing de sécurité de l'équipage. Enfin, agissez professionnellement. Même dans votre rôle de passager, c'est potentiellement important et super apprécié par votre équipage. Maintenant, c'est mon meilleur conseil pour vous et c'est aussi comment je voyage toujours en tant que passager. Mais avez-vous des questions sur ce sujet ou voulez-vous que je traite autre chose?
Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et donnez-moi un like pendant que vous y êtes. Maintenant, si vous souhaitez soutenir le travail que mon équipe et moi accomplissons et également participer à des hangouts en direct, à des avant-premières de vidéos et bien plus encore, alors envisagez de rejoindre mon équipe Patreon. Vous pouvez désormais offrir un abonnement à une personne qui l'appréciera. Allez simplement sur patreon.com/join/mentourpilot et jetez-y un œil. Passez une journée fantastique où que vous soyez. Visionnez ces vidéos d'ici notre prochaine rencontre.